Si une grenade tombe juste à tes pieds, voici ce qu'il faut faire. Le premier réflexe de beaucoup de gens, c'est d'essayer rapidement de la ramasser et de la jeter loin. Mais en réalité, ce geste est beaucoup plus difficile à réaliser qu'on ne le pense. Par exemple, pendant la Seconde Guerre mondiale, la grenade la plus produite était le modèle Mark II. L'ennemi tire la goupille et lance la grenade. La mèche s'allume, déclenchant un compte à rebours de 4 secondes. Mais au moment où elle tombe à tes pieds, il ne reste peut-être qu'environ 1 seconde avant l'explosion. La ramasser puis la lancer à une distance sécurisée en si peu de temps, c'est pratiquement impossible. Par contre, si tu te précipites immédiatement hors de portée et que tu t'allonges au sol rapidement, tu peux facilement parcourir une distance de 4 à 5 mètres en 1 à 2 secondes. La grenade Mark II possède sur sa surface des rainures prédécoupées qui produisent de plus de 40 éclats métalliques lors de l'explosion. Ces éclats partent dans toutes les directions, mais en étant couché au sol, tu réduis considérablement la surface exposée à l'explosion. À cette distance, ta probabilité d'être touché par un éclat est de moins de 1%. Voici une balle. Si on lui donne juste un petit coup sur le côté, elle partira peut-être en l'air, mais elle n'explosera pas. Pour la déclencher, il faut donner un coup fort à la base de la balle. C'est ainsi qu'on invente le percuteur. Mais problème, en tirant simplement, la balle part n'importe comment. Pour tirer droit, il faut l'insérer dans un canon. À l'intérieur, ce canon possède des rainures en spirale. Elles font tourner la balle sur elle-même, lui permettant de filer bien droit vers sa cible. Mais recharger balle par balle, c'est trop lent. Alors, on ajoute un chargeur. En dessous, un ressort pousse chaque balle vers le haut. Dès qu'une est tirée, la suivante prend immédiatement sa place, prête à être percutée. Déclencher le percuteur avec un marteau à chaque tir, c'est vite épuisant. On change donc la méthode. On fixe toutes les pièces dans une carcasse, on place derrière le percuteur un chien relié à un ressort. En armant le chien vers l'arrière, on compresse le ressort. Et quand on appuie sur la détente, le ressort se libère, propulsant le percuteur contre la balle. Mieux encore, l'explosion de la poudre propulse la balle mais fait aussi reculer la culasse, ce qui éjecte l'étui vide et réarme automatiquement le percuteur. Résultat, à chaque pression sur la détente, une nouvelle balle est prête à partir. Félicitations, vous venez d'inventer le pistolet semi-automatique. Voici comment un arrêt au stand en Formule 1 dure moins de 3 secondes. Et pourtant, en ce court instant, les 4 pneus sont changés. Et parfois même, les réglages de la voiture sont modifiés. Tout commence avant même l'arrêt, le pilote doit freiner au dernier moment pour ne pas perdre de temps, tout en respectant la limite de vitesse dans la voie des stands, souvent 80 km/h. Une fois dans la zone, il doit s'arrêter avec une précision chirurgicale, car chaque membre de l'équipe est placé au centimètre près. S'il s'arrête trop en avant ou en arrière, toute l'équipe doit se réajuster et ça, c'est des secondes perdues. Le premier à agir, c'est l'opérateur du cric avant, placé juste devant la voiture, prêt à soulever l'avant au moment exact où elle s'arrête. Ensuite, c'est le cric arrière qui entre en action, suivi des stabilisateurs qui empêchent la voiture de bouger pendant l'opération. Chaque pneu, c'est une équipe de 3 personnes. Un pour la visseuse, un pour enlever l'ancien pneu, un pour positionner le nouveau. La visseuse, elle tourne à 15 000 tours minute avec un seul écrou central à retirer et remettre. Et un système LED intégré qui indique si la roue est bien fixée. Pendant ce temps, d'autres techniciens peuvent même ajuster l'aileron avant à l'aide d'un outil de précision qui modifie l'aérodynamique selon les demandes du pilote. Mais attention, le pilote ne regarde rien de tout ça. Il attend que le feu devant lui passe au vert. Ce feu ne s'allume que quand chaque technicien a validé sa tâche et que le chef de l'équipe donne l'autorisation finale. Dès que tout est bon, le cric est relâché, la voiture touche le sol et le feu passe au vert. Résultat, elle repart en 2,5 secondes, chrono. Si t'as des points noirs, les pressés peut sembler tentant. Mais cela peut rompre les parois des pores, créer des trous dans ta peau et perturber sa capacité à cicatriser. Pire, tu risques même d'enfoncer davantage le point noir, aggravant ainsi le problème. Une meilleure façon de traiter les points noirs est d'utiliser d'abord de la vapeur. Place ton visage à environ 20 cm d'une source de vapeur d'eau chaude, couvre ta tête avec une serviette pour emprisonner la vapeur, ce qui permettra d'assouplir ta peau et d'ouvrir tes pores. Ensuite, applique un masque à l'argile ou un masque noir peel-off. Ces masques ciblent spécifiquement les impuretés, le sébum et les points noirs. Quand tu retires le masque noir, il enlève délicatement les impuretés, laissant ta peau plus lisse et rafraîchie. De plus, rince ton visage à l'eau froide pour resserrer les pores, puis applique une crème hydratante adaptée à ton type de peau. N'attends pas des résultats miraculeux immédiatement, ces traitements sont particulièrement efficaces lorsqu'ils sont utilisés régulièrement. Avec une utilisation constante, tu pourras déboucher tes pores et garder une peau éclatante et en bonne santé. Et consulte un dermatologue si les points noirs persistent. N'oublie pas de nous dire la méthode que tu utilises si elle est efficace. Les scientifiques ont injecté du ciment liquide dans cette fourmilière. Un mois plus tard, après que le ciment est totalement durci, ils ont commencé à creuser la terre. C'est là qu'un immense royaume de fourmis a été révélé. Un royaume avec des structures complexes qui semblaient conçues par les meilleurs architectes. Le plus impressionnant, ces avenues, chacune menant efficacement à la surface et reliées à plusieurs chambres spécialisées. Ces salles servaient de dortoirs,
de maternité, de réserve, chacune avec une fonction précise. Tout était parfaitement pensé pour rendre le trafic des fourmis ultra efficace. Il y avait même une décharge éloignée de la colonie, exactement comme dans nos villes modernes. Et que dire de leur système de ventilation? Un réseau sophistiqué capable d'amener de l'air frais depuis la surface et de l'acheminer sous terre sur une surface de 100 mètres carrés. Les scientifiques ont creusé pendant des jours pour atteindre le fond de la fourmilière. Elle n'avait rien d'ordinaire. Elle descendait à 8 mètres de profondeur. Avec leur génie architectural, la Grande Muraille de Chine ressemble à un projet scolaire. Ils ont réussi à faire circuler l'air du sol jusqu'à 8 mètres sous terre. Ça, c'est de l'architecture avancée. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. N'oublie pas de t'abonner pour ne pas rater nos prochaines vidéos.